qui est très clair, par exemple, c'est que si d'aventure j'étais élu, la première mesure que moi je prendrais à titre personnel, c'est d'abord renoncer à ma rémunération de député, parce que j'en ai pas besoin. Et que je refuse que ça pèse, j'ai de l'argent, c'est comme ça. Et donc, il n'est pas question que je vienne demander à la collectivité de payer un salaire. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Ouais, bien sûr. Si les soignants, leur sort leur convient, moi, si vous voulez, ça me saoule un peu ce pays, hein. Je veux dire, euh, moi, c'est pas compliqué. On a installé un logiciel pour. Moi, j'ai 3 personnes qui bossent dessus à temps plein, là, depuis une semaine. Pour aller plus vite et pour pas que ça génère, que mes assistantes deviennent folles, on a acheté un logiciel qu'on a fait installer qui nous coûte une véritable fortune. Aujourd'hui, je rentre pas dans mes frais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai demandé de l'argent, je demandé 200 balles en gros en moyenne par personne sur les soignants. Ce qu'ils voient, c'est ce que, comme toujours en France, c'est ce que ça leur coûte. Quoi? Faut payer? Si tu considères que ta liberté n'a aucun prix, bah, c'est ton problème quelque part. Moi, aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'au regard, ça va coûter cette histoire, si je comptabilise entre le logiciel et le salaire des 3 personnes que j'ai en full-time, en une semaine, ça m'a coûté 20 000 balles. Mais tout ça est un problème de cohérence. Tout ça, je veux dire, où on change d'avis tous les jours, où finalement les députés refusent de se voter un pass sanitaire, ou de l'autre, on est traité comme des parias juste parce qu'on hésite, qu'on se fait quasiment lyncher en place publique bientôt. Donc non, ça, c'est pas possible. Que je ne suis pas anti-pass, comme on dit. Je suis pour une égalité stricte. Que si effectivement, oui, le pass peut servir à lutter contre l'épidémie, à la condition qu'on prenne acte que les vaccinés n'ont pas un totem d'immunité. Et à partir de là, il n'y a plus de privilèges de classe, mais il y a une société qui se retrouve dans un but commun, qui est celui de se protéger mutuellement. Ça me va très bien. Le but étant euh, de venir vraiment aider. Il y a 3 portes d'accès. Vous savez qu'en philosophie, Victor Fouché, en particulier en métaphysique, on vous explique qu'il y a 3 portes d'accès. C'est le bien, le beau, le vrai. En fait. On a fait le mal, on l'a mal fait, et on a menti. Et bien peut-être qu'il est temps d'appeler à l'intelligence des gens, d'en appeler finalement à la beauté et au bien. Plongez au cœur de ce que vous vivez toute la semaine. C'est pas moi qui vais vous enseigner, je suis pas là pour ça, mais je vais vous donner des références à un week-end de silence, un week-end où vous allez vous ressourcer dans des paysages magnifiques, et avec ce but de venir reprendre possession de ce que vous êtes. Le but étant, voilà, c'est ça l'idée, vous voyez, de réussir à, je vous disais, à faire émerger quelque chose de tout ça, quoi. En fait, que on est en train de construire une arche de Noé, il pleut très fort, et il y a des gens qui regardent, oh, ça va s'arrêter. Voilà. Il y a des gens qui ont déjà de l'eau jusqu'à la fin du rez-de-chaussée, quoi, qui sont au premier, qui disent bon, je vis bien moi sans le rez-de-chaussée, hein, c'est pas un problème, je peux ramer dans la rue, finalement marcher ou ramer, je rame un peu plus, quoi. Et puis vous avez ceux qui sont en train de construire l'arche de Noé, de se dire bon, en fait ça va continuer à pleuvoir, on est dans un déluge, notre système est en train de s'effondrer. Et cet effondrement dont parlent les effondristes, les collapsologues, dont je fais partie, hein, moi je suis collapsonaute, je suis un navigateur de l'effondrement, pour nous emmener vers une terre promise, de paix. Et la posture, c'est celle de la paix, de la non-violence. Et la non-violence, ça veut pas dire se prendre des coups et redonner l'autre joue, hein. Moi, non, ça veut dire tenir le rapport de force et en faire émerger un dialogue. Et donc, on tient le rapport de force. Et je reviens sur cette idée de la beauté, Fabrice, ce que vous avez évoqué, parce qu'en fait, Réinfo Covid l'a mis d'emblée dans ses raisons d'être. J'ai envoyé un SMS à Cyril cet après-midi. Ouais. Je vous le lis. Et du coup, le lis. Pas de réponse? Attendez, je vous le lis sur SMS. Non, pas encore, mais il est en vacances, Cyril. Mais, Cyril. Et apparemment, les plateaux télé sont soumis à passe sanitaire. Autant te dire que dans ce cas, tu passeras de moi. Eh oui. Non, mais c'est sûr. J'ai un contrat moral avec lui. C'est-à-dire que Cyril il insiste pour que j'y aille parce que il aussi souhaite. Il veut pas confier le débat peut-être à Delormeau et à Castaner. C'est un peu l'idée.
Et puis, il n'a pas tort quand il dit, puisque Cyril est au courant avant tout le monde de mon projet donc, de législative, qui n'est pas un coup de tête, en fait. C'est quelque chose, mon équipe elle est déjà prête. Ça fait 1 an qu'on me demande de le faire. Ça fait 1 an comme ça. Ça fait 1 an que je dis non. Et là, j'ai considéré que peut-être. C'est vrai que j'avais dit que j'en ferais pas de la politique. J'ai toujours dit que j'en ferais pas. Et pour le coup, quand je vois ce qui se passe, je me dis, mais je fais comment pour lutter? Comment je fais pour me battre? Il faut bien à un moment donné que ce que je représente et que je vois à longueur de manif puisse être représenté quelque part. On serre les coudes entre frères et sœurs humains pour prendre soin de celui qui est malade. Et aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a un arrêt de travail ou qui meurt, vous ne pouvez même pas aller le visiter. C'est un scandale, en fait, de ne pas avoir enterré ses morts. Et moi, c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est ce qui vraiment caractérise l'homme. On l'a toujours dit. Anthropologiquement, c'est quoi? C'est le rite funéraire. Ouais, d'enterrer ses morts et de prendre soin de ceux qui restent, de prendre soin des vivants. Mais vous savez, alors, moi, je suis dans une démarche un tout petit peu. Moi, je suis un asocial, donc ça ne facilite pas les choses. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis cavalier, donc forcément, il y a un rapport qui est un rapport. Le seul rapport que j'ai, c'est à mes chevaux. Le grand public, tout ceci était... Et vous savez qu'à ce sujet, on a fait un grand procès à ce gouvernement, mais si je dois leur accorder quelque chose en termes de décharge, c'est que c'était les recommandations de l'OMS à l'époque. Oui, c'est exact. C'est exact. Alors, il y a eu, reprenons un petit peu, il y a eu quand même... moi, j'ai 1000 questions à vous poser. Je me fais l'interprète certainement beaucoup de nos téléspectateurs. Si on reprend le début de cette pandémie, comment est-ce que vous expliquez que à la fin du mois de janvier, l'hydroxychloroquine, qui auparavant était en vente libre, d'un seul coup ne l'est plus? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, historiquement, c'est que c'était quelque chose qui était dans les tuyaux depuis un moment, pour être honnête, au regard des documents que moi j'ai consultés, et si j'ai bien compris, mais je pense avoir bien compris. Elle n'était pas classée en substance vénéneuse, en fait, l'hydroxychloroquine. Et du coup, il fallait changer l'AMM, l'autorisation sur le marché, en la classant en substance vénéneuse. Donc, il y avait un nouveau rapport d'évaluation fait par le laboratoire et l'agence du médicament. Et dès lors qu'on le classait, eh bien, du coup, c'était soumis à prescription. En fait. Pour être honnête, je pense vraiment, pour le coup, que c'est une coïncidence de date, à partir de laquelle on a tout un tas de choses qui ont déroulé, bien sûr. Mais je ne crois pas vraiment, au regard de ce que j'ai vu, les documents que j'ai vus, compte tenu du temps que ça prend pour changer l'autorisation de mise sur le marché, des rapports, etc., tout ça était dans les tuyaux depuis vraiment un moment. Alors, il s'avère qu'un concours de date a fait que c'était en janvier 2020, mais je vais vous dire, si ça avait été... Enfin, comment le dire? Quelque part, je préférerais presque qu'on l'ait changé volontairement. Parce que ça veut dire qu'en janvier, on avait conscience de ce qui allait se passer. Or, je crains qu'en fait, on ne présage là, on ne présume là, du niveau d'alerte et de responsabilité de ceux qui nous dirigent. Je crains qu'en janvier 2020, ils s'en fichaient complètement de la pandémie. C'est très gentil. Alors, qui vous êtes? Avocat de professeur Raoult, et que personne ne connaissait, sans être offensant à votre égard, dans le grand public il y a 2 ans, et que maintenant tout le monde connaît et écoute avec beaucoup d'intérêt ce qu'il dit. Et on voit qu'il y a une espèce de difficulté à se saisir du réel, en fait. Mais ça, c'est un rebondir là-dessus, Maître Divisio. Je pense qu'effectivement, chez la phronésis, chez Aristote, c'est de l'intelligence contextuelle, quoi. C'est la sagesse contextuelle, c'est la prudence. La prudence, c'est quoi? C'est pas la peur. Quand vous avez peur de sauter dans l'eau parce qu'elle est peut-être trop chaude, mais vous avez peur. Non, vous allez tremper un petit doigt de pied. La vous allez prudence voir. est une vertu. Voilà. Et là, vous allez tremper le doigt de pied, vous allez dire non, là c'est trop chaud, je vais attendre un peu. Et là, c'est plus de la peur, c'est l'intelligence du courage. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont restés au stade de la peur. J'ai parlé déjà de nombreuses fois des différentes dimensions qu'il pouvait y avoir dans cette de faire des choses qui marchent pas, comme vous dites. Et j'ai parlé de Hannah Arendt et de Eichmann à Jérusalem. Je peux le raconter en une seconde, mais c'est ingénieur en charge de la logistique des trains pour aller dans les camps de la mort et qui part en Argentine ou en Amérique du Sud se réfugie après la guerre et qui est rapté par Tsahal dans les fin des années 60, je crois, pour un procès retentissant devant le public avec les caméras et la presse pour démontrer que le nazisme, c'est le mal. Et au fur et à mesure des auditions, des entretiens, il se fait jour que
Bah, en fait, Eichmann, c'est juste un pauvre type, quoi. C'est un vague connard. Lui, il dit, bah, moi, j'étais en charge de la logistique des trains. Je voulais juste que les trains arrivent à l'heure, sans jamais regarder où vont les trains. Et aujourd'hui, vous avez de très nombreuses personnes qui veulent juste que les trains arrivent à l'heure. Et Hannah Arendt, elle a cette phrase qui est une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale, qui dit « l'extraordinaire banalité du mal ». Alors ça nous fait peur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'extraordinaire banalité du mal. On pourra revenir sur l'histoire de la vaccination, etc., chez les personnes âgées dans les EHPAD ou d'autres choses, mais vous avez une extraordinaire banalité du mal et des gens qui ne veulent plus voir où vont les trains. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il y a une deuxième dimension, mais il y a aussi une extraordinaire banalité du bien. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Non, puissantement, je ne sais pas le mot français, je suis désolé des acronymes anglais, mais il y a besoin que les gens réagissent, en fait. Tiennent l'état de droit dont on parlait tout à l'heure. Et il y a besoin, je crois, d'un sens, vous savez, ce qui me frappe... On peut commencer comme ça, hein, par Maître Divisio avec son Stetson dans le Montana, sur son Mustang. Mais alors, non, mais c'est... Non, mais moi, il y a un truc qui me rassure dans cette crise. Quand même, un dernier point. Quand même. Nos jeunes qui rêvaient de conquérir le monde, où est-ce qu'ils se sont retrouvés confinés? Dans leur famille, dans le Cantal et dans Normandie, quoi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais il y a des personnes qui disent « Oui, mais alors ces plaintes qui sont déposées ont pour effet d'inquiéter le niveau politique, et c'est parce que le niveau politique est ainsi inquiété, eh bien, qu'il prend des mesures un peu ahurissantes pour le grand public pour se prémunir de plaintes qui pourraient venir, d'où les confinements, etc. » Qu'est-ce que vous avez à répondre à cet argument? Le premier qui m'a exposé cet argument sur un plateau, c'est Éric Zemmour. Ma réponse, elle est en deux temps. Elle est d'abord, quand dans un état de droit, on commence à se justifier sur les raisons pour lesquelles on exerce un droit, eh ben, on peut dire adieu à l'état de droit. Ça, c'est en philosophie politique très clair. En sciences politiques, très clair. Donc moi, j'exerce un droit parce que ce droit, je le tiens des textes. Et c'est la Cour de justice de la République, très précieuse, Cour de justice de la République, l'exception à la juridiction, plutôt que juridiction d'exception, qui a choisi pourtant dans cette espèce de particularisme, de dire qu'il y avait matière à enquêter, à investiguer. Et c'est ce qu'elle fait. Donc c'est qu'a priori, il y a un soupçon. Bon. Deuxième chose, non négligeable, c'est de se dire, est-ce qu'on a attendu ces plaintes pour faire n'importe quoi? C'est une vraie question. Si Agnès Buzyn a réellement averti et qu'ils n'ont pas pris les précautions qu'il fallait, est-ce qu'on m'a attendu pour ça? Est-ce qu'on a attendu pour siphonner l'hôpital public? Est-ce qu'on a attendu pour avoir une logique de flux et pas de stock et être incapable de réarmer son industrie nationale? Est-ce qu'on m'a attendu pour réussir à faire pire que les gouvernements précédents? Et surtout, je me permets de vous rappeler juste un détail, c'est qu'au fond, LVMH, le privé, a réussi là où le public a échoué. Donc, l'année dernière. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'au fond, c'est la bonne arme pour se justifier de son incompétence ou de son inconsistance. Mais en fait, c'est l'incompétence qui génère la plainte. C'est pas la plainte qui génère l'incompétence. Faut pas se tromper. Je comprends votre défense, qui me paraît bien ciselée. J'ai une de mes filles, dont il est notoire qu'elle est donc cavalière de haut niveau, et le cheval est toute sa vie, enfin en tout cas une grosse partie de sa vie. Je passe beaucoup de temps avec elle, et je lui ai demandé, mais s'il te fallait un pass sanitaire pour aller t'entraîner, pas pour les concours, mais pour les concours, c'est un petit peu le cas, mais t'entraîner, en fait, tous les jours, tu ferais quoi? Et j'aime beaucoup sa réponse. Elle me dirait, je chercherais un moyen de contourner la règle. C'est une réponse d'avocat. Mais je lui dis, mais ça m'a beaucoup fait rire, parce que j'ai un peu prolongé le débat en lui disant, ouais, enfin bon, contourner la règle, des fois tu peux pas. Il y a toujours un moyen de contourner la règle. Elle me dit, c'est toi qui nous l'as appris, ce qui n'est pas faux. Je reçois des menaces de mort à peu près tous les jours et des insultes par mail. Voilà. Bon. Et bref. Et là, j'ai reçu une série de mails, l'un qui me dit, il est tard, va te faire sodomiser chez les Nigériens. Pourquoi les Nigériens, je ne sais pas.
Et 1 heure plus tard, je reçois un mail en disant « Va te faire sucer chez les Congolais ». Et alors, bon... Et bon, je laisse ça comme ça. Et le lendemain, j'en ai un qui m'envoie « Va sucer les boules du pape ». Et donc, sur Twitter, j'ai relaté le florilège des insultes que j'ai reçues et j'ai dit « Bon, je vais commencer mon périple par Rome, je vais poursuivre par le Niger et terminer par le Congo. » Et Twitter m'a suspendu, en fait, m'a suspendu pendant 10 heures parce que, en fait, c'était de l'incitation au proxénétisme. Et donc Cyril, courant dans tout le monde, m'a convaincu de ce que garder une présence à TPMP, d'abord c'est de la loyauté, il avait raison, et ensuite que finalement c'était aussi un espace de débat sur lequel je pouvais venir me confronter sur d'autres sujets que le Covid, et qui finalement allait me faire du bien sur le plan politique, de sortir, voilà, sortir du Covid. J'ai une formation en métaphysique et en histoire de l'Église. Voilà. Enfin, vous imaginez quand même, docteur Fouché, sur un point. Ça fait 9 mois, putain, que l'actualité ne tourne qu'autour du Covid. Mais ce truc-là, il a été créé exprès pour les médias, c'est pas possible. Il y a un sujet sur 9 mois. C'est pas possible. Ma femme qui est réelle vous dit « Non mais putain, 9 mois un sujet, c'est du jamais vu dans l'histoire du journalisme. » En même temps, combien j'ai de soignants qui font un recours aujourd'hui? Vous voulez le nombre? On a calculé cet après-midi. On en a quelque chose comme 10 000 qui nous ont répondu. Oui, oui, oui. On a passé 1 semaine et demie à les recenser, à leur envoyer des mails, on a mis en place un logiciel automatique. On s'est bien pris la tête qui m'a coûté une fortune. Ça m'a coûté une fortune, ces conneries. Dire que le calme n'est pas vendeur, que le doute n'est pas vendeur, que venir... et pareil, j'ai dit un truc sur un plateau qui a beaucoup choqué. J'ai dit, moi, j'espère qu'à la fin, les ministres, l'un dans l'autre, il y aura un non-lieu, quoi. J'ai dit, ah bon? Bah ouais. Parce que s'il n'y a pas de non-lieu, vous voyez, j'ai le choix entre les incompétents ou les inconscients. Et quitte à choisir, pour la démocratie, je préfère qu'on ait les incompétents. Alors, d'abord, je vais me recentrer. Je vais recommencer à prendre du temps pour monter à cheval avec ma fille. C'est vraiment important pour moi. Prendre le temps de lire. Et ensuite, je vais donc, en raréfiant ma présence sur les plateaux télé, en conservant uniquement TPMP par loyauté à l'égard de Cyril et quelques médias indépendants comme Push, ça me laisser du temps. Il y a toujours une banalité du bien. Ouais. Le problème, c'est que le bien ne fait pas de bruit. Ouais, ouais. Et il faut pas arrêter de faire le bien, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors moi, j'ai refusé un truc, la Netflix m'avait approché pour que je fasse un truc, des reportages sur le Covid. Je dis, non. Non. On va parler sur autre chose, si vous voulez. Je peux vous parler de mes chevaux. Alors, je peux faire le tour je peux vous emmener dans le Montana, où j'étais pour... mais non, le Covid, lâchez-moi avec. Alors là, c'est bon, je crois qu'à un moment donné, il faut que tout le monde nous lâche avec le Covid. Là. Moi, c'est ce que je disais ce matin à un journaliste de l'Obs, où je lui disais, moi j'aime bien Florian Philippot sur le plan humain, c'est un type que j'aime bien. Après, j'y pige pas grand-chose à son programme, pour être honnête. J'y comprends rien, en fait, je sais pas trop. Le Frexit, est-ce qu'il faut un Frexit ou pas? J'en ai aucune idée. Je suis pas capable de répondre à cette question. Et donc j'évite de répondre aux questions auxquelles j'ai pas la réponse. Moi, je suis pas médecin. Merci à vous, c'est un plaisir évidemment partagé. Beaucoup d'intérêt pour ce que vous dites, pour ce que vous faites. Et je suis particulièrement honoré d'être ici à vos côtés. Fabrice, c'est la question que je vais vous poser, qu'on va vous poser. Non. On va écrire sur vous, on va dire tiens, Divizio, il va rallier Philippot sans dire qu'il rallie Philippot. Eh bien, la réponse est non. La réponse est catégoriquement non. Voilà. Parce que, je veux dire, alors, il est exact, pour être transparent, que Florian Philippot va devoir, son staff, m'apporter de l'aide, parce que je n'y connais absolument rien en politique. Vous avez été tenté de faire de la politique? J'en ai fait. J'ai été secrétaire national chez Christine Boutin parce que je n'y connais absolument rien en politique. Au Parti chrétien-démocrate. Chrétien-démocrate, qui était à l'époque le Forum des Républicains sociaux. C'était en quelle année alors? C'était au moment de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, donc c'était sur l'année, toute l'année de 2005 à 2007, où j'ai rédigé un certain nombre de documents, enfin un document en particulier sur la réforme de la carte judiciaire. Et je me suis beaucoup intéressé aussi à la désertification médicale à cette époque. Considérant que
en fait, on allait dans le mur parce qu'on ne pouvait pas avoir de problème de désertification, enfin de régler le problème sans avoir une politique globale d'aménagement du territoire. Et qu'on ne pouvait pas supprimer les écoles, supprimer les postes, supprimer les gendarmeries et vouloir que des médecins s'installent. J'ai vraiment découvert, j'étais délégué départemental, j'ai découvert que c'était pas pour moi, en fait. Je crains la politique, que c'était trop compliqué pour moi. Je n'étais pas assez intelligent pour faire de la politique. Je ne comprenais pas tout à ce qui se passait et à ce qui se disait. De campagne et tout ça. Donc je cherche des gens qui peuvent m'aider, mais en sachant que je vais donc me présenter dans un lieu qui m'est cher. Oui, mais vous savez, moi j'ai été aussi au contact de députés. J'ai été formé, si je puis dire. En tout cas, j'ai été au contact de députés profondément honnêtes et soucieux. Je pense à quelqu'un comme Jean-Frédéric Poisson, par exemple. Jean-Frédéric Poisson, dont je ne partage pas tout, quelqu'un avec qui j'ai quelques griefs, humainement, mais c'est comme ça. C'est un homme d'une grande et profonde probité, un bosseur acharné, quelqu'un qui est sur le terrain, qui est vraiment... voilà. Vous avez quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, qui, on peut reprocher ce qu'on veut à Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas le problème, mais qui est d'une honnêteté profonde. Mathilde Panot, qui est d'une honnêteté incroyable. Mathilde Panot, que j'ai rencontrée sur les plateaux, que j'ai appris à connaître un tout petit peu, je la connais pas bien. Mais mon Dieu, qu'elle respire l'honnêteté, cette femme. Je veux dire, mais mon Dieu, qu'elle est belle, je veux dire, qu'elle est magnifique, comme elle est faite pour être députée. Je veux dire, Clémentine Autain, avec qui je partage pas tout, on n'est pas d'accord sur plein de points, mais quelle honnêteté! Mais quelle probité! Je veux dire, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est pas grave. Je n'aurais pas fait certaines choses qu'elle a faites, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour taper sur les gens. Il y en a certains, je m'en priverai pas. Faites-moi confiance. Mais, oui, on imagine, Fabrice Divitch, voilà. Mais à côté de ça, vous avez des députés qui sont profondément honnêtes. Bien sûr, il y en a. Et sauf qu'on n'en parle pas. Parce que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Que le nombre de gens qu'on ne connaît pas, qui sont, regardez des gens comme Jean Lassalle, qui passent pour des hurluberlus, mais qui sont des bosseurs, qui sont des gens qui réellement sont sur le terrain, qui sont des hommes de terrain. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et qui sont des hommes de bon sens aussi, Fabrice. Hommes de bon sens. C'est ça. Des hommes populaires au sens du bon sens populaire, en fait. Pourquoi, mis à part Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, ou un ou deux autres, Martine Bonner, pourquoi personne ne vient dans ces manifestations? C'est sale de rencontrer les Français. C'est sale. Les Français sont sales. Ils ont peur de les rencontrer. Pourquoi ils ne les rencontrent pas? Vous voyez? On ne se présente pas à une élection de la même façon avant le Covid et après le Covid, ou pendant le Covid. Aujourd'hui, ce Covid a définitivement changé le paradigme politique. Je crois que l'opposition a montré qu'elle n'existait plus. Et je veux dire, je ne pense pas forcément à la France insoumise, qui est probablement la seule qui tienne à peu près la route et qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait, mais on sent bien que ce n'est pas simple, parce qu'ils sont pris dans l'appareil politique et que ce n'est pas toujours simple. Et que fondamentalement, vous avez des gens qui seraient bien plus à l'aise s'ils n'étaient pas France insoumise, qui étaient sans étiquette. Mais ça, c'est très compliqué, parce que ça demande des fonds personnels importants. Oui. Nous, on peut se le permettre, donc on le fait. Voilà, on a donateur par ailleurs, donc c'est pas un projet qui est depuis hier. Hein. Je veux dire, on ne part pas en campagne en se décidant un mercredi soir. Voilà, mon QG, je l'ai. J'ai mon QG, j'ai mon staff, j'ai mon DIRCOM, j'ai effectivement mes donateurs, j'ai mes suppléants, j'ai absolument tout le monde. Mon équipe, elle est prête. On est en train d'affiner et peaufiner, mais elle est prête. Donc, c'est pas quelque chose qui tombe de nulle part, ça. Donc, c'est un truc qui vient de bien plus loin. Et quand j'ai annoncé que je me retirais, c'est pour pouvoir faire ça. Il y a une continuité. Mais Fabrice, pourquoi le choix de la législative finalement? Pourquoi ce choix, cette élection-là? Parce que c'est le meilleur choix. C'est la représentation nationale. Moi, je veux dire, parce que d'abord, quel sens politique a des gens qui l'ont perdu? Et en cela, c'est pour ça que je vais sur TPMP, que je continue d'aller sur TPMP, encore plus si je suis candidat, parce que pour le coup, candidat à une élection législative, parce que pour le coup, c'est là que se joue la France aussi. Je suis particulièrement honoré d'être ici à vos côtés. Mais si vous voulez, je pense que j'ai une voix, moi, à porter sur Bruxelles. Vous savez pourquoi j'ai une voix à porter sur Bruxelles? Parce que moi, le droit communautaire, je le pratique tous les jours. Et donc, je vois aussi ce qu'il a apporté. Je vois tout ce qu'il a... On ne peut pas cracher trop vite dessus, parce que je vois tout ce qu'il a apporté et combien est-ce qu'il a permis aussi à la France de faire bouger certaines choses qui n'auraient pas bougé sinon. Moi, j'ai habité à Rome, j'ai travaillé à Paris. Ça, c'est possible aussi, parce qu'on a l'Europe.
Alors évidemment, la tentation, c'est tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien. Mais je vais vous dire, en réalité, ce dont les Français ont besoin aujourd'hui, c'est comment on règle leurs problèmes. Et cette prise de conscience, l'Europe, elle a mis 30 ans à se faire, bah, peut-être qu'elle mettra 30 ans à se réformer, ou 40 ans à se réformer. Mais de dire que sur une mandature, demain matin, les députés français vont pouvoir dire « Allez, comme le Brexit, je sors de l'Union européenne », c'est pas aussi simple. S'il n'y a pas de consensus, c'est pas aussi simple. Je suis particulièrement honoré d'être ici à vos côtés. Parce que, pourquoi les labos ne veulent pas négocier avec l'Agence européenne du médicament? Parce qu'elle est parfois intraitable sur les prix, avec tous les inconvénients qu'elle a par ailleurs. Elle est parfois intraitable sur les prix, là où ils préfèrent négocier avec les agences nationales, parce qu'on a des marges de manœuvre beaucoup plus importantes, parce qu'il y a des emplois à la clé, parce qu'il y a effectivement les labos nationaux emploient des gens, parfois par centaines de milliers, et donc il y a des marges de manœuvre plus importantes. Voyez. Et dès lors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout ça mérite un débat exactement de faire ce qu'il a. Il faut faire la même chose qu'avec la vaccination. Ouais. Il faut, c'est-à-dire faire les choses calmement, poser les débats et éviter les solutions toutes faites à des problèmes complexes. Beaucoup d'intérêt pour ce que vous dites, pour ce que vous faites, et je suis particulièrement honoré d'être ici à vos côtés. C'est très gentil. Alors, qui vous êtes? Mais quand je vais leur expliquer comment les laboratoires, par exemple, squeeze l'Agence européenne du médicament en même temps pour aller négocier directement avec les labos français à prix d'or, bah, ils vont voir que l'Europe, c'est pas forcément plus mal non plus. Parce qu'aujourd'hui, ce que je peux vous garantir, c'est que si on n'avait pas l'Agence européenne du médicament, pour le coup, il y a un certain nombre de médicaments qu'on paierait, en toute honnêteté, beaucoup plus cher. Alors, qui vous êtes? À partir d'aujourd'hui, l'instant à laquelle je parle, quand j'aurai fermé cet ordinateur, d'une certaine façon, et en tout cas, j'ai envie de dire jusqu'à une présentation officielle de ma candidature, mais ça ne change rien. Quelque part, ma parole ne m'appartient plus. Elle n'est plus la mienne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit rare, parce qu'elle est précieuse. Et on sait bien que tout ce qui est rare est précieux. Enfin, tout ce qui est précieux est rare, plutôt. Je veux dire, et que donc, il va falloir parler avec parcimonie pour être sûr que ce que je dis est bien ce que les Français veulent que je dise. C'est comme être patriote. Est-ce que être patriote, c'est un crime? Vous savez, hein, c'est Romain Gary. Je vous l'ai dit, c'est patriotisme, c'est l'amour des siens, nationalisme, la haine des autres. Moi, je me revendique volontiers patriote, hein, sans appartenir au mouvement de François Philippot. Sans appartenir au mouvement de François Philippot. Maître Division. Merci à vous. C'est un plaisir évidemment partagé. Beaucoup d'intérêt pour ce que vous dites, pour ce que vous faites. Et je suis particulièrement honoré d'être ici à vos côtés. C'est très gentil. Alors, qui vous êtes? Nos jeunes qui rêvaient de conquérir le monde, où est-ce qu'ils se sont retrouvés confinés? Dans leur famille, dans le Cantal et dans Normandie, quoi. Hein? 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 Ils se pensent comme des démocrates libéraux qui se battent contre une extrême droite menaçante, alors qu'en vérité, l'intégration dans la zone euro a liquidé la souveraineté monétaire, donc le principe de souveraineté populaire, donc la démocratie. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que les européistes ne savent pas qu'ils sont des fascistes. Tu me traites de rouge-brun, bien que tu défends les tueurs de peau rouge. Tu m'insultes de rouge-brun, car tu as peur du peuple souverain. Tu me cries que je suis rouge-brun, alors que tu chantes des textes de Cantat. Tu colportes que je suis rouge-brun, inconscient ou pas, tu n'es qu'un chien de garde du capital. Idiot total de guerre mondiale, et tu es encore là pour nous vendre ton mal, par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos, en usant finalement des mêmes méthodes que tous ces traîtres collaborent. Ces traîtres collaborent. Tu me traites de populiste alors que pourtant mon nom figure sur ta liste. Tu m'insultes de nationaliste car la patrie est un cadre réaliste. Tu me cries
que je suis raciste. Pourtant en face ils me disent que je suis gauchiste. Tu ne dois pas pratiquer le hors-bis puisque la vérité te rend trop triste. On préfère mettre les gens dans des cases et ne pas réfléchir, alors qu'aujourd'hui on dispose de tous les moyens pour s'instruire. Préfère regarder en l'air quand on ne comprend pas. Nos choix sont biaisés par la mafia du cinéma, des salles obscures. À nos cuisses les écrans sont là pour nous guider. Des moutons dans une prairie, on passe un stage, les bergers. Soit dans le mal, soit dans le bien. Doucement ils ont commis nos nuances pour qu'on ne devienne des chiens de guerre du capital, idiot total de guerre mondiale. Et tu es encore là pour nous vendre ton mal par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos en usant finalement des mêmes méthodes que tous ces traîtres collaborent. Pourtant tu es le torchon et moi la serviette. Tu m'insultes de tapette, retourne-toi que je te prenne en levrette. Tu me cries que je suis pas net, mais t'as vu ta gueule quand t'as pas eu ta branlette. Tu veux pas manger dans mon assiette, mais tu sais le sida c'est pas par là qui gagne, c'est un chien de guerre du capital, idiot total de guerre mondiale. Et tu es encore là pour nous vendre ton mal par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos en usant finalement des mêmes méthodes que tous ces traîtres collaborent. On préfère mettre les gens dans des cases et ne pas réfléchir, alors qu'aujourd'hui on dispose de tous les moyens pour s'instruire. Préfère regarder en l'air quand on ne comprend pas. Nos choix sont biaisés par la mafia du cinéma, des salles obscures. À nos cuisses les écrans sont là pour nous quitter. Y'a des moutons dans une plaie, on passe un stage pour les bergers. Soit dans le mal, soit dans le bien. Doucement ils ont commis nos nuances pour qu'on ne devienne des chiens de guerre du capital, idiot total de guerre mondiale. Et tu es encore là pour nous vendre ton mal par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos en usant finalement les mêmes méthodes que tous ces traîtres